Salut les riders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine dans le X-Time Show, je vais vous parler d'une course mythique, le fameux Tourist Trophy. Sur Facebook, Gisèle Kaiser demande « Est-ce que pour le trajet à l'île des rêves, on peut rencontrer des problèmes quant à la conduite à gauche en Grande-Bretagne? Mon copain de Fox se perd quotidiennement. Est-ce dangereux pour ce genre d'individu ou tranquille avec le GPS ?» Salut Gisèle et merci pour ta question sur Facebook. Écoute, la première solution est peut-être de changer de copain parce que c'est vrai qu'il se perd souvent. Sinon, blague à part, il est vrai qu'il faut quand même faire attention à la conduite un peu particulière qui est en Angleterre, donc de bien rouler du côté gauche et non pas du côté droit comme on a l'habitude chez nous. Donc au départ, on fait vraiment attention parce qu'évidemment, ça change complètement nos habitudes. Et au fur et à mesure, malheureusement, on peut avoir des moments d'inattention. Donc là, il faut être vigilant parce que c'est ce qui a été mon cas. Et malheureusement, j'ai percuté une voiture qui venait en sens inverse. Donc, heureusement sans gravité, je suis parmi vous. Mais il est vraiment important d'être prudent et pas se fier à son expérience parce que moi, j'avais roulé déjà plusieurs fois en Angleterre en voiture à gauche. J'avais roulé en Nouvelle-Zélande en moto. Et malheureusement, ça ne suffit pas, ça ne vaccine pas à première vue. Donc voilà, être vigilant. Est-ce que le GPS aidera Fox, le renard, à trouver sa route? Oui, il l'aidera, mais une fois de plus, d'être bien vigilant à regarder devant soi, parce que moi j'ai regardé le GPS en même temps que j'ai pris la voie en contresens, donc j'ai cumulé. Et peut-être qu'il serait utile d'avoir, comme le soulignait l'un de mes fournisseurs, un kit Bluetooth pour avoir directement les instructions vocales et non pas en lecture sur le GPS, ce qui, pendant qu'on lit, on ne regarde plus la route. Voilà Gisèle. Sur Facebook, Olive Ozone demande « J'avoue que ce serait le pied, s'il y a des voyages organisés avec vol, hébergement et courses, ça doit le faire, mais c'est un budget. » Merci Olive pour ta question, remarque sur Facebook. Alors oui, il existe des agences de voyage qui organisent effectivement des voyages clés en main, que ce soit en mode piéton, donc tu prends l'avion, ou en mode je prends ma moto et je vais au TT, ce qui est quand même le mieux. Hein. Je dirais que les vrais voient le port de Douglas du bateau, quoi. Quand on arrive, c'est quand même fantastique, ce qu'on dit entre guillemets. Mais c'est vraiment top. Ensuite, alors, au niveau des budgets, ça dépend. Nous, on s'était un petit peu renseigné au début, mais rapidement, on avait décidé d'organiser par nous-mêmes tout simplement le voyage. Si tu te débrouilles un peu en anglais, normalement, il n'y a aucune difficulté. Il faut surtout s'y prendre à l'avance. Hein. Ça, c'est l'élément important. Et sinon, au niveau des agences de voyage, on avait contacté Westbike Europe et c'était autour de 1800 € pour 8 nuits sur place, donc avec la moto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en bed and breakfast, donc on était chez l'habitant avec le petit déjeuner, tout confort. Le ferry, qui vaut quand même en 2017 valait 317 € de mémoire, plus l'hébergement sur place, la nourriture, nos nuits d'hôtel en Angleterre, parce qu'on a dormi à l'aller à Liverpool et au retour on a dormi à Oxford, on s'est fait une petite halte sympa. On a dépensé à tout casser 1300 €, et on s'est fait réellement plaisir, c'est-à-dire qu'on s'est fait des bons restos, on allait au pub tous les soirs. Bon, d'ici à dépenser 400 € de Guinness comme Francis, il faut quand même y aller, la Guinness n'est pas si chère que ça. Mais donc voilà, les agences de voyage, c'est vrai que c'est plus simple. Par contre, il y a quand même une vraie différence de coût par rapport au fait que tu l'organises toi-même. Sur Facebook, Astro le Dain demande « Quel budget entre les ferries, essence, hébergement, etc. sans compter la Guinness? Combien de temps à l'avance faut-il réserver? J'ai entendu parler de 2 ans à l'avance. » Merci Astro pour ta question sur Facebook. Question classique, le budget, hein, combien ça coûte? Écoute, globalement, ce que je disais tout à l'heure, tout compris, on a dépensé 1300 €. Donc ça se décompose. Alors le plus gros poste, je pense que c'est quand même le ferry et l'hébergement. Le ferry, ça nous a coûté 316 €. 317, bon ça c'est le tarif 2017, hein, chaque année ça augmente un petit peu. Ensuite il y a l'hébergement, on était 3, on est parti
à 3 et ça nous a coûté 450 €, donc c'est-à-dire 30 € la nuit. Sur place, donc sur l'île de Man à Douglas. Alors nous, on a choisi l'option Bed and Breakfast avec les copains. Pourquoi? Parce que on voulait un minimum de confort et que bon, globalement 30 €, finalement ça ne semble pas si cher que ça par rapport au camping, même si le camping quand il fait beau ça peut être sympa. Cette année, il faut bien avouer qu'il y a eu de la flotte très très souvent et qu'on a vraiment apprécié d'avoir un toit dur au-dessus de nous. On sait qu'on avait des copains ou des connaissances sur les paddocks. Beaucoup commençaient en fin de semaine à chercher un hébergement en dur parce qu'ils en avaient marre d'avoir les pieds dans l'eau en permanence. Donc ça c'est une première chose. Alors l'avantage du bed and breakfast aussi, c'est que vous êtes en contact avec la population. Nous on était chez Jeannette qui était adorable. On a le petit déjeuner tous les matins à dispo, on faisait ce qu'on voulait. Et elle nous préparait même des petits scones anglais, donc vraiment sympa. Son frère était Marshall. Alors pour le coup, on avait toutes les infos sur les courses. Bon, on avait une mine d'informations qu'on n'aurait peut-être pas eu sur le camping. Et j'ai même eu le droit à avoir un pass paddock pendant une journée. Bon, je pense que voilà. Après, c'est des petits concours de circonstances. Mais en tout cas, nous on a trouvé que l'hébergement en bed and breakfast était la bonne solution. Que ce soit pour le ferry, que ce soit pour l'hébergement, il faut s'y prendre au moins un an en avance. C'est-à-dire que c'est fin mai, début juin, quand les réservations du ferry ouvrent, il faut tout de suite réserver. Et je dirais le jour même, parce que ça part en 3-4 jours, c'est terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va payer une pré-réservation au mois de juin et en fait, on paiera vraiment le prix du billet intégral en début d'année. Je crois que c'était février cette année pour nous. Donc voilà. Donc hébergement, ferry, on a vu. Le ferry France-Angleterre n'est pas très cher, donc ça, il y a plein de solutions. Nous, on a pris le ferry à Calais parce qu'on venait de la région parisienne. Ensuite, pour le reste, on a dans les 1300 € qu'on a dépensé en budget global, il y a aussi les 2 nuits d'hôtel en Angleterre parce qu'on s'est fait une petite pause à Liverpool avant de prendre le bateau et une pause au retour à Oxford. Donc voilà, on s'est fait plaisir sur la nourriture. Donc ça c'est le deuxième poste, le troisième poste qui peut être un petit peu coûteux parce que on a toujours dîné, on va dire entre guillemets dehors parce que le midi c'est un peu plus roots, mais le soir on dînait toujours au resto. Les pubs c'est sympa, mais à un moment donné même si c'est pas très cher, on est rapidement gavé. Le budget bière, après, tout dépend de ce que tu as prévu. Mais globalement, la bière n'est pas très chère sur place. Nous, on est sortis tous les soirs au pub. Et bon, voilà, on s'est quand même pas ruiné. Et ce qui est sympa en plus, c'est que après le TT, il y a des concerts tous les soirs. Allez au Butchies, qui est la fameuse tente qui est sur la plage à Douglas. Super ambiance. Et il y a un bon concert de rock tous les soirs. Et il n'y a pas que la Guinness. Vous allez voir, ils ont plein de bières locales. Sur l'île de Man et donc allez-y goûter parce que franchement ça vaut le détour. Il y a un très bon site, c'est Francis qui le cite, c'est le site de Jean-Michel Proudhon qui est une mine d'informations. Évidemment on s'y refaire tous quand on prépare notre TT, donc n'hésitez pas à y aller. Maintenant vous avez aussi jeroulamoto.com où j'ai essayé de détailler chaque journée de notre périple en partant de la région parisienne jusqu'à Douglas avec nos journées sur place. Donc jeroulamoto.com. Sinon, je sais que j'ai vu dans les questions une question de travers de port, c'est fait, son pseudo me revient, qui se pose la question de savoir si on passe par l'Irlande, par où on part. Alors si tu vas, on avait rencontré des motards qui avaient fait effectivement une semaine en Irlande avant d'aller sur l'île de Man. Alors de France, tu pars ou de Cherbourg ou de Roscoff en Bretagne. Je crois des fois du Havre, mais les deux ports principaux, ça reste Cherbourg et Roscoff. Et ensuite, quand tu es en Irlande, c'est Belfast ou Dublin, les ports qui permettent de rejoindre Douglas. Donc voilà, c'est une solution. Je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, je passerai pour l'Irlande pour faire comme les petits camarades motards qu'on a rencontrés au retour et qui avaient fait un super périple d'une bonne semaine en Irlande en tente. Donc voilà un petit peu pour les budgets. C'est clair, il faut économiser, mais ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas. Sur Facebook, Travers de Port demande comment peut-on faire pour avoir des places sur le ferry de l'année prochaine.
Alors, travers de port, j'ai répondu à ta question sur l'Irlande, du moins ta remarque sur l'Irlande. Pour le ferry, pour l'année prochaine, je pense que c'est trop tard. J'en suis même convaincu. Il faut vraiment savoir que les réservations en 48 heures, 72 heures, elles sont écoulées. On avait un pote, le troisième pote qui est venu avec nous, qui a tardé, donc il a mis 24 heures de plus à faire sa résa. On n'a pas pu prendre le même bateau au retour. Voilà, c'est pour te dire, hein, il y a 30 000 motards qui débarquent chaque année sur l'île. C'est monstrueux. Il n'y a qu'une seule compagnie, c'est la Steam Packet. Donc autant te dire que les réservations, tout se vend en 24, 48 heures et 72 heures max, quoi. Après, ça devient très compliqué. Alors, on a quand même rencontré un motard à Calais qui avait réussi à récupérer une place en février, c'est-à-dire faut peut-être surveiller en février, alors je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a sûrement des gens qui ne confirment pas la réservation qu'ils ont fait au mois de juin, pour X raisons, et peut-être qu'effectivement il y a quelques places qui se libèrent, donc il y a peut-être un petit créneau un peu sucre. Après tu n'auras peut-être pas trop le choix des dates pour le bateau, hein, ce qui est arrivé un peu à l'autre motard qu'on a rencontré à Calais, mais why not? Voilà, peut-être tu peux essayer de tenter ça en tout cas. Sur Facebook, JC Jess Cazot demande quand faut-il s'y prendre pour réserver. Faut-il des billets pour accéder au bord des routes où se court la course? Existe-t-il des organismes qui ont des packs tout compris? Salut Jess Cazot, et merci pour ta question sur Facebook. Donc je ne vais pas répondre à la partie sur les packs de voyage parce que j'y ai déjà répondu, ni sur la partie réservation du ferry parce qu'on s'est déjà pas mal étalé sur le sujet. Par contre, bonne question, comment ça se passe sur place pour voir les courses? Alors, tu as deux solutions, hein, tu as plusieurs solutions je dirais. La première solution classique, tu prends des billets pour être au grand stand, donc c'est la grande ligne des stands où tu peux voir les motos passer. Donc là, tu payes un billet d'entrée. Après, dans différentes villes, tu peux avoir effectivement, pareil, des gradins qui sont installés où là, tu payes quelque chose pour effectivement voir les courses. Par exemple, à Ramsey, je sais qu'il y avait effectivement, pareil, des gradins installés. Ou ensuite, et ce qu'on fait, on fait tous, on se met sur des spots au niveau du circuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit il est ouvert le matin en général et qui va réouvrir que le soir après les courses. Et il ferme en général le matin 2 heures avant les courses afin qu'il y ait les safety cars qui passent, qu'il y ait les marshals qui passent pour voir s'il n'y a pas si au niveau de sécurité tout a été mis en place, qu'il n'y ait pas des piétons ou autres ou des choses tout simplement sur la route. Donc la route est fermée 2 heures avant. Donc le matin, on se lève plutôt tôt. On se lève tôt au TT parce que il faut aller se positionner sur le spot qu'en général on a défini avec les potes la veille. Donc ça c'est vraiment il faut en tenir compte. Et après quand tu es positionné sur un spot, donc tu te mets sur un spot au bord de la route, il y a des endroits, tu verras, tu discuteras avec les locaux te donneront leur spot aussi. Et tu te mets sur le bord de la route et là tu es parti pour la journée parce que vu que le circuit est fermé, sauf à certains endroits, par exemple, je crois que par l'ouest tu peux contourner l'île. On l'a fait une fois pour aller à Ramsey parce qu'on s'y est pris trop tard. Voilà. Après, quand tu es positionné en général sur un spot, tu peux pas vraiment bouger du spot. Donc tu manges sur place, tu vis sur place et tu regardes la course sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour, tu peux définir un spot objectif différent, t'y rendre et t'installer. Donc ça, c'est plutôt sympa. On n'est pas les uns sur les autres par rapport, je sais pas, des manifestations en France que le MotoGP. C'est toujours ultra respectueux. Voilà, il n'y a pas d'embrouille sur le Tourist Trophy. Il n'y a que des passionnés. Donc go. Sur Facebook, Francis Perreno demande quel est votre meilleur spot pour le TT. Salut Francis et merci pour ta question sur Facebook. En tout cas, merci déjà pour tous tes commentaires et ta participation à ce post. C'est vraiment très sympa. Alors, quels ont été nos meilleurs spots? Donc, ce qui est sympa dans le TT, c'est que tu sais que tu ne feras pas tous les spots du circuit. Il y a 60 km, 264 virages, tu ne feras pas tout. Donc, c'est justement une bonne occasion d'y retourner plusieurs années pour pouvoir se positionner sur différents spots. Alors nous on avait fait Glen Helen, c'est le premier spot qu'on avait fait. Alors là c'est sympa parce que il y a une espèce de double virage qui part, on peut se positionner en hauteur, donc on a une belle vue des motos qui arrivent, on peut se positionner plus bas pour les voir de plus près. Il y a vraiment plein de spots différents. L'endroit est convivial, il est ombragé quand il fait un peu de soleil, donc c'est sympa. Il y a une petite baraque à frites où tu peux t'acheter un sandwich.
vraiment bonne ambiance. Les gens ramènent leur casse-croûte en général. Et tu peux passer une journée vraiment agréable à Glen Helen. Et je trouve que tu vois vraiment les motos prendre de l'angle et reprendre l'accélération, certains limites, mais vraiment sympa Glen Helen, un bon point de vue. Ensuite, nous on est allé sur Ramsey. Ça c'est un matin, on se levait un peu tard, donc on a filé directement sur Ramsey parce que c'était le seul endroit où on aurait pu se poser intelligemment. Et là, à Ramsey, tu peux te mettre sur la passerelle, mais tu n'as pas le droit de stationner, mais en tout cas, tu peux passer sur la passerelle et tu vois les beacons passer à fond. Après, Parliament Square, qui est une grande courbe, là, c'est vraiment sympa, en tout cas, de t'installer là. En face du Parlement aussi, il y a un pub où tu peux te boire une bière, regarder la course, et c'est ultra convivial. Il n'y a pas 50 milliards de Pékin. Et là, c'est pareil, tu vois les motos qui passent à ras. Donc ça, franchement, moi, j'ai adoré. J'ai passé un bon moment à cet endroit-là. Et un peu plus haut, tu vois les motos qui s'engagent à travers les maisons dans un double virage. Tu peux aussi t'installer. Voilà. À Ramsey, il y a quand même pas mal de petits points de vue. Tu peux y passer la journée aussi tranquillou. Je sais que les copains sont allés au niveau du pub Crosby. Donc là, au niveau, c'est une grande ligne droite. Tu entends les motos arriver de très loin avant même de les voir physiquement. Et là, ça passe à fond de 6. C'est vraiment impressionnant en termes de prise de vitesse. Donc, tu vois les beacons ou les sides que tu entends à des kilomètres qui déboulent à fond. Moi, j'ai passé pas mal de temps à Grandstand. Grandstand, donc c'est la ligne de départ. C'est là où il y a les paddocks, c'est là où il y a les stands, tout simplement. Avec le grand tour de contrôle. Et moi, j'ai adoré cet endroit parce que tu vois plein de choses en fait. Tu vois le départ, tu vois les arrivées, tu vois les ravitaillements avec le système de ravitaillement très particulier sur le TT parce que tu as une espèce de grande gamelle en acier où le mécano ne voit pas ce qu'il verse comme quantité d'essence dans son réservoir. Donc je trouve ça assez impressionnant. Donc vraiment, tu peux rencontrer les pilotes. Voilà, c'est parce que les paddocks sont ouverts, hein, contrairement à d'autres grandes manifestations comme en France où tout est très cloisonné. Là, les paddocks sont ouverts. Bon, moi en plus, j'avais des accès un peu particuliers parce que j'avais eu un badge par l'hébergement où j'étais. Donc, ce qui me permettait effectivement d'aller dans le parc fermé, d'être au plus proche des ravitaillements. Mais néanmoins, c'est vraiment un endroit sympa et effectivement vous pouvez aller voir, vous pouvez serrer la louche aux pilotes français qui sont sur place, vous prendre en photo avec Ian Hutchinson, c'est possible, donc c'est vraiment cool. Et vous pourrez voir les mécanos à l'œuvre parce que tout est ouvert, c'est vraiment, moi j'ai bien aimé. Alors Julien Toletti que j'avais rencontré, qui est un de nos pilotes français, m'avait dit bon, t'as pas fait des spots ultra spectaculaires. Il y a des spots beaucoup plus spectaculaires qui existent et effectivement les noms je n'arrive pas à les prononcer donc je ne les prononcerai pas, mais il faut y retourner en fait. C'est surtout ça la moralité de la chose pour pouvoir faire d'autres spots quoi. Une semaine ça passe super vite, vous allez voir. Merci les riders d'avoir suivi ce XTM Show consacré donc au Tourist Trophy. Moi si j'ai un seul mot d'ordre à vous donner, allez-y. C'est vraiment un endroit génial, un endroit convivial avec une île qui vit exclusivement, je dirais, pour la course. C'est dans l'ADN des gens. C'est impressionnant. De 5 ans à 70 ans, les Manets vivent leur course. Donc c'est vraiment fantastique. La semaine prochaine, on va revenir à des choses plus sérieuses. On va aborder donc, on va présenter une marque qui s'appelle la marque Scorpion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette marque. On y répondra avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. À très bientôt les riders.